Ça me fait plaisir, énormément plaisir de vous accueillir ce matin à cette session d'échange et d'information que nous avons appelée Forum puisque nous aurons conférenciers et également ateliers et plénières aujourd'hui. Alors, évidemment, je pourrais peut-être tout de suite vous indiquer quels sont nos objectifs pour ceci. Alors, les objectifs généraux de ce forum sont de présenter les enjeux liés à la succession d'entreprise. Évidemment, vous en connaissez aussi autant que nous pour certains d'entre vous. Familiariser vous-même, les participants, à l'utilisation potentielle de la formule coopérative pour un transfert d'entreprise. Et on veut aussi vous consulter et favoriser une approche concertée des intervenants dans le cas d'un transfert d'entreprise par la voie coopérative. On dit que ça prend un village pour élever un enfant, mais pour des développements économiques, ça prend beaucoup d'intervenants et c'est important qu'on travaille ensemble par rapport à des enjeux communs. Alors, sur ce plan-là, on apprécie énormément votre présence ici. Alors, on sait que dans un transfert d'entreprise, il y a des intervenants directs, il y a des intervenants indirects et évidemment, on souhaite évidemment une concertation au maximum parce qu'on parlera tantôt de la problématique ou les enjeux reliés à la relève d'entreprise qui sont majeurs et c'est un défi énorme qu'on devra relever, je pense, à plusieurs. Et on sait que des comptables sont impliqués dans un transfert d'entreprise, des créanciers, CBDC y compris, avocats, investisseurs, fiscalistes, des consultants, des experts en évaluation d'entreprise, agents gouvernementaux, agents de transmission, et autres. Et comme intervenants indirects, évidemment, les chambres de commerce, municipalités, les agences de développement économique, les fonds à capital de risque, on n'en a pas beaucoup au Nouveau-Brunswick, mais ça se développe, bailleurs de fonds, et évidemment, les politiques, les programmes qui peuvent finalement faciliter. Michel me parlait tantôt des programmes qu'ils ont à son ministère qui aident justement pour l'accompagnement lors de transition, transfert d'entreprise. Alors, le programme aujourd'hui, on veut vous présenter dans un premier temps notre organisation, les enjeux de la relève au Nouveau-Brunswick, la relève d'entreprise par la voie coopérative sous ses différentes formes, parce que, évidemment, on a à mettre en contribution tous les modèles possibles pour éviter justement, puis c'est ça notre grand objectif, éviter que des entreprises rentables, surtout, n'aient pas preneurs. Alors ça, évidemment, que ça soit pris sous forme privée ou autre, ça importe peu. L'important, c'est que des entreprises rentables, des entreprises qui desservent leur communauté ne devraient pas fermer faute de repreneurs. Et on verra tantôt par rapport à la démographie que c'est un enjeu extrêmement important à venir sous peu, un défi. L'ampleur et les caractéristiques et les fondements du système coop, c'est important pour référer une formule, de bien la comprendre. Donc, on va vous donner des détails un peu là-dessus en faisant un tour d'horizon historique. Structure d'une coopérative et moyens de financement. Et en après-midi, on va vous présenter quelques cas à succès. Catherine est allée prendre quelques vidéos des entreprises pas trop loin d'ici qui ont été transférées sous forme coopérative avec succès et on vous donnera quelques cas. Les étapes pour la mise sur pied d'une coopérative, des étapes en général, mais les étapes lorsqu'il s'agit d'un transfert d'une entreprise par la voie coop. Et on aura des ateliers sur le potentiel au Nouveau-Brunswick, comme on vous disait. On va vous poser quelques questions reliées aux enjeux, reliées aux opportunités. Et on terminera ça en plénière. Est-ce que ce programme-là vous convient? Oui? Parfait. Alors, on va donc débuter. Alors, CDR d'Acadie, ça a été fondé en 2004. C'est une organisation qui a été fonctionnelle en pleine opération en 2007. Alors, comme on vous disait, on a une mission particulière. Nous, on regroupe les associations coopératives francophones au Nouveau-Brunswick et on sert à promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat collectif sous forme coopérative. Donc, on a un travail de promotion de la formule coopérative dans toutes ses formes d'application. Et évidemment, c'est pour être complémentaire au système économique actuel ou dominant. Nous avons 40 membres actuellement qui sont des coopératives de premier niveau. Ce sont nos membres réguliers qui payent chaque année une cotisation à CDR d'Acadie. Et vous voyez les types de coopératives. Là, on a 13 caisses. On a tout un défi parce que dorénavant, on aura seulement une. Mais on a travaillé là-dessus pour que la représentation soit quand même aussi importante au sein de la CDR.
coop de travailleurs forestiers, propriétaires de l'eau boisée, pêcheurs, agricoles, funéraires, radiodiffusion, coop d'énergie renouvelable, garderie coop. On a plus de coopératives que cela qu'on a aidé à mettre sur pied, mais le membership, des fois, il rentre un peu plus tard. Coopérative santé, coopérative en recyclage. Donc, comme vous voyez, on est très diversifié. Nous avons un homologue du côté anglophone qui est Cooperative Enterprise Council. Donc, quand c'est un milieu mixte ou bilingue, on s'arrange ensemble pour desservir. Ce qu'on dit, c'est important que partout au Nouveau-Brunswick et même à l'échelle du pays, qu'il y ait cette ressource disponible dans toutes les régions. Nous avons des membres auxiliaires de soutien, dont la Fédération des caisses. On avait Coop Atlantique, on s'en parlera un peu tantôt. On a évidemment des associations de différents genres, Mouvement acadien des communautés en santé, plusieurs municipalités. En fait, on ose prétendre qu'on représente un peu la société civile acadienne. Et s'il y en a d'entre vous qui n'êtes pas membres, comme organisme, évidemment, la porte est ouverte. On va vous accueillir bras ouverts. La manière qu'on est structuré, vous voyez, il y a 7 régions dans lesquelles on retrouve nos principaux membres. Et on a des délégués qui viennent à l'Assemblée générale, qu'on utilise aussi comme forum de concertation pour évaluer des nouvelles possibilités, des nouvelles alternatives coopératives. En fait, on a un conseil de 7 conseillers, un par région, et j'assume la direction générale avec notre personnel. Et comme on vous disait tantôt, on va régulièrement en sous-traitance pour différents services, surtout dans les plans d'affaires et les études de faisabilité. Question jusque-là, ça va? Alors, notre mandat, comme on vous disait tantôt, c'est de promouvoir la formule sous toutes ses formes d'application. On est étonné de constater l'application potentielle de la formule coopérative et surtout de plus en plus en association avec le secteur privé. Et c'est des choses qu'on exploite peu parce que souvent on est habitué aux coopératives traditionnelles, coop de consommation, caisse populaire, mais il y a une variété d'applications de la formule et en combinaison aussi avec le secteur privé traditionnel. On veut servir de lieu d'échange, d'animation et de planification. Tout récemment, on a parti une initiative de former des comités de réflexion en développement d'entreprises à caractère collectif avec municipalités sur les comités, chambres de commerce, caisses, coop, et on a déjà 5 en branle actuellement qui ont des projets intéressants sur la table. Il y en a un, par exemple, à Bathurst, le comité s'est constitué, on a un comité local pour une CGS. C'est déjà un bon début, mais une coopérative jeunesse de service, mais il y a plusieurs projets sur la table qui viennent de cette initiative. Marc-Henri, qui travaille avec nous, dans la région de Rogersville, ça a donné lieu à la mise sur pied d'une coopérative en soins à domicile, genre. Alors, on est là pour offrir un accompagnement professionnel aux promoteurs, c'est-à-dire un accompagnement qui veut dire études préliminaires, plan d'affaires, études de faisabilité, l'aide à l'incorporation et la formation aussi à la gouvernance. Tout ça fait partie d'une trousse de services qu'on offre aux promoteurs de nouvelles entreprises coopératives. Évidemment, lorsqu'il s'agit d'un transfert, évidemment, l'approche est différente et on a voulu spécialiser nos agents à cet effet. Et on a justement un projet, qu'on vous parlera un peu tantôt, de renforcement de capacité sur ce plan-là. Alors, on est là pour du renforcement de capacité auprès des membres actuels, que ce soit au niveau de la planification stratégique, la formation, différents services qu'on peut offrir comme ça aux coopératives existantes. On est en quelque sorte une fédération multisectorielle. Et on sait qu'au Nouveau-Brunswick, c'est le nombre qui ne justifie pas d'avoir tellement des fédérations sectorielles. Comme la Fédération des caisses, c'est une fédération sectorielle. Coop Atlantique est une fédération sectorielle. Et à part ça, il n'y a pas suffisamment de coopératives pour justifier une fédération propre au secteur. Alors nous, on joue ce rôle-là un peu de fédération pour des services aux coopératives membres. Nous sommes porteurs de dossiers, particulièrement auprès de la jeunesse. On vient de lancer ce qu'on appelle la semaine de relève coopérative avec un concours pour des vidéos dans les écoles. C'est de 5 à 35 ans, Catherine. Et on a eu une première édition. On va sûrement poursuivre à l'effet que ça permet à des jeunes de monter une vidéo qui démontre évidemment la coopération et également le service à la communauté.
On a aussi un projet de coopérative jeunesse de service. Actuellement, nous sommes rendus à 7 coopératives jeunesse de service dans différentes localités acadiennes et on souhaite évidemment en avoir plus encore. Et ça permet à des jeunes de 12 à 13 ans, 13 à 17 ans, pardon, vous me corrigez si je me trompe, d'avoir un travail durant l'été, mais d'apprendre les rudiments du fonctionnement d'une entreprise, service à la clientèle. C'est vraiment tout un programme, un genre de franchise, si vous voulez, d'une formule d'application où on a des comités locaux et on embauche pour chaque CGS, on embauche 2 animateurs qui sont du niveau post-secondaire. Alors, c'est une belle initiative qui permet aux gens d'apprendre le fonctionnement d'une coopérative et on espère aussi pour la relève, ça va servir. La relève sous forme coop. Il faut aller en amont, hein? Et on a aussi plusieurs projets, notamment un fonds intercoopératif de développement qui est venu d'une résolution de nos délégués, qui est maintenant en fonction, le fonds intercoopératif de développement Acadie. On a eu un autre fonds, on vous en parlera tantôt, dans Normand Thériault, ici le président, le fonds d'investissement du Nord-Ouest. Alors, en termes de je ne dis pas que c'est nos projets spéciaux, par Normand, ça c'est vraiment votre initiative qu'on a évidemment aidé avec l'incorporation et tout. Comme projets spéciaux, évidemment, il y a celui de la relève d'entreprise. C'est pour ça qu'on a, en phase 1, monté tout un matériel qui permet à des propriétaires dirigeants de bien comprendre comment fonctionne à l'effet que si jamais on voulait céder son entreprise, soit à ses employés sous forme coop, soit à ses clients ou à ses fournisseurs, il y a du matériel là-dedans pour eux. On a même développé un matériel pour les comités provisoires, pour ceux qui vont reprendre sous forme coopérative. Également, on a un matériel pour nos agents de développement. Et évidemment, nous, on ne veut pas se donner l'exclusivité de l'accompagnement pour la relève d'entreprise. Au contraire, c'est à vous de voir si vous jugez que dans certains cas, ça pourrait s'appliquer, évidemment, de laisser savoir aux propriétaires dirigeants que cette option-là existe. D'accord? Une fois, évidemment, que vous jugez que c'est potable. Alors, la question qui est posée, est-ce qu'on peut éviter la fermeture d'entreprise par la voie coopérative? Est-ce que c'est une option? C'est la question qu'on vous pose. Maintenant, est-ce que j'ai oublié des projets spéciaux, quelque chose, là? Bon. Alors, on est porteur de dossier, comme je mentionnais, et moi, je siège au Conseil national qui s'appelle Coopérative et Mutuelle Canada. C'est un regroupement qui regroupe l'ensemble du secteur coopératif canadien. Autrefois, du temps que Camille travaillait pour le mouvement, on avait le Conseil canadien de la coopération, en fait, qui a existé depuis les 3 dernières années. Et ça a été combiné avec Canadian Co-op Association pour former Coopérative et Mutuelle Canada. Alors, moi, je suis appelé à représenter le mouvement au niveau national. Et on a 2 beaux projets, c'est-à-dire une stratégie de développement coopératif pour le Canada, dont l'objectif est de créer 20 000 nouveaux emplois d'ici 2020 et d'avoir 1 million de nouveaux membres. C'est un objectif qu'on s'est fixé. Et on a mis en place un fonds à capital de risque pour 70 millions, il y a déjà 25 millions sur la table. Et ce fonds-là devrait servir en bonne partie justement pour le dossier relève d'entreprise par la voie coopérative. La succession d'entreprise. Alors, les enjeux de la relève d'entreprise, on sait que la population est vieillissante. Ce n'est pas seulement au Nouveau-Brunswick, ce n'est pas seulement en Amérique du Nord, c'est aussi en Europe, surtout les pays industrialisés. Et ça pose un enjeu important. Moi, personnellement, je vous avoue, vous avez peut-être remarqué, j'ai 65 ans. Et j'ai 2 enfants. Ma grand-mère en a eu 16. Ma mère en a eu 8. Et moi, 2. Alors, s'il n'y en a pas un des 2 qui veut prendre mon entreprise, qu'est-ce qui arrive là? C'est la réalité qu'on fait face aujourd'hui avec les baby boomers qui sont pratiquement rendus à la retraite. Et on a pu constater, je pense les gens de CBDC, vous avez fait beaucoup de travail dans ce domaine, les entrepreneurs, pour la grande majorité, n'ont pas de plan de relève. Et on ne sait pas quand est-ce que la bulle va sauter, mais évidemment, ça ne se rue pas à nos portes. On a fait une tournée avec des déjeuners-conférences, aidés en cela par CBDC, Chambre de commerce et autres partenaires. Et évidemment, il y avait des propriétaires dirigeants. Il y en a 11 qui se sont montrés intéressés. Et actuellement, nous avons 3 dossiers actifs de transfert d'entreprise. Alors, c'est pour dire quand même que si on fait de la sensibilisation, ça aide beaucoup.
Alors, comme vous le savez, c'est un phénomène sans précédent. Les risques socio-économiques sont énormes et des experts aussi. En fait, si on revient par exemple à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, leur étude avait révélé que d'ici 2020, il y aurait 200 000 entreprises qui vont changer de main et des experts prédisent que la moitié ne trouveront pas preneur. Et plus particulièrement dans les milieux ruraux. Et on habite pratiquement en Acadie, quasiment tous, en milieu rural. Alors, c'est évidemment un enjeu important. C'est un problème, mais c'est aussi une belle opportunité. On sait que dans certains cas, je pense que c'est CBDC Chaleur ou le réseau des CBDC, ils vont adresser les jeunes qui pourraient être accompagnés pour éventuellement pouvoir acheter une entreprise. Mais nous, ce qu'on dit, on peut aussi l'acheter en groupe, comme coop de travail ou comme comme client et autres. Alors, c'est surtout la dévitalisation de nos régions qu'on constate déjà très importante et il faut évidemment mettre un frein à cela. Et les risques socio-économiques de perte d'entreprise, surtout des entreprises qui amènent de la richesse et de l'emploi, ce n'est pas à souhaiter. Les alternatives, évidemment, peu importe le type d'entreprise privée traditionnelle, on peut céder l'entreprise à un de ses employés cadres ou à quelques-uns. On peut le céder aussi à un membre de sa famille, c'est souvent le premier réflexe, mais on peut la céder aussi à une entreprise de l'extérieur. Mais le danger aussi, par exemple, il y a un cas, Kangaroo, il m'a permis d'en parler. Il me dit, moi, ma fille n'est pas intéressée de reprendre ça. J'ai 20 employés, tous des jeunes, une entreprise qui performe très, très bien. On a un marché à l'international, mais je peux vendre comme ça. Mais l'entreprise est délogée aux États-Unis. Alors, c'est évidemment la délocalisation des entreprises. C'est peut-être pas nécessairement la difficulté de vendre, mais s'assurer que les entreprises demeurent dans le milieu et que le propriétaire dirigeant il trouve son compte dans la vente. C'est beau de vendre à celui-ci ou à celui-là, mais l'important, c'est que ça soit une approche gagnant-gagnant. Alors, les alternatives, il y a celles aussi. Nous, on pose la question, et si le meilleur repreneur était déjà au sein de votre entreprise? Ça se peut. Mais c'est pas, on n'a pas le réflexe de penser à cela. Ou encore, si c'est une entreprise de service, la communauté. Et on verra tantôt les formes d'application. On peut faire des combinaisons aussi entre travailleurs en coopérative et des consommateurs ou encore des fournisseurs. Alors, on sait que les formes d'entreprise, pour résumer très, très simplement, il y a l'entreprise personnelle, la société en nom collectif, il y a la société d'État, comme Énergie Nouveau-Brunswick, et il y a les corporations privées dont on trouve les sociétés coop, les sociétés capital-action et sans but lucratif. J'aimerais préciser que quand on parle d'une OBNL, un organisme sans but lucratif, à la différence d'une coopérative, c'est simplement que l'usager, celui qui est en lien d'usage avec l'entreprise, il se trouve en relation d'affaires. Autrement dit, il y a une relation d'affaires, puis ceux qui siègent au conseil d'administration, parce qu'un OBNL peut être en relation d'affaires aussi, ce sont les personnes qui sont les usagers du service. Alors, dans une coop, il y a un lien direct à l'usage, mais aussi au niveau décisionnel. Les possibilités coopératives pour un rachat. On peut avoir une coopérative qui regroupe des utilisateurs, comme par exemple un dépanneur qui, la personne ferme boutique, trop âgé, pas de relève, la communauté peut se mobiliser avec une coop de consommation qui peut être mise en relation avec un fournisseur qui va les aider à mettre sur pied le projet ou à fournir à cette entreprise. Une coopérative regroupant des fournisseurs, comme des producteurs, par exemple, qui, par exemple, pour écouler leurs produits, pour le mettre en marché, le transformer, s'ils ont déjà ce service, mais que le propriétaire est âgé, il n'y a pas de relève, puis on ne trouve pas d'autres moyens, évidemment, je ne dis pas que c'est la dernière option. Il faut faire attention à savoir que l'option coopérative, on verra avec les exemples qu'on va vous donner en début d'après-midi, ce n'est pas nécessairement une dernière option et ce n'est pas la moins efficace. Au contraire. On remarque que quand les employés sont impliqués, par exemple, dans l'actionnariat ouvrier, ça aide beaucoup la productivité et ce l'est d'autant plus lorsqu'ils le sont sous forme associée, dans le sens qu'ils ont un siège à ce moment-là, au bureau de direction, mais ça, je vais un peu trop loin, là. Il y a les coopératives qui regroupent les travailleurs. Donc, c'est eux qui génèrent, évidemment, la force de la main-d'œuvre. Il y a les coopératives qui regroupent différentes catégories de membres, usagers, fournisseurs, travailleurs et autres. On parle là-dedans de membres de soutien. De plus en plus, des groupes qu'on assiste, on a beaucoup les combinaisons
ce qu'on appelle les coops de solidarité, coops à partenaires multiples, qui sont de plus en plus populaires. Et il y a la coop actionnaire, regroupant des travailleurs ou des usagers ou des fournisseurs. Si je peux vous donner un exemple, par exemple, d'une coop actionnaire, Boissaco au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a fait venir le président fondateur à plusieurs reprises au Nouveau-Brunswick, Guy Deschênes. Eux, en 1985, l'usine de sciage avait fait faillite. En fait, ça a été la 3e ou la 4e fois. Ils ont décidé, la communauté, d'en faire l'acquisition. Mais ils n'ont pas formé une coopérative a priori. Ils ont formé une compagnie par action. Ils avaient déjà une coopérative forestière qui alimentait le moulin. Et ils ont regroupé, après 1 an de chômage, les travailleurs de l'usine pour former une coopérative de travail. Donc, ils ont formé aussi une société par action qui est Investra, dont n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde a acheté pour 300 $ l'action. Et ensemble, ils ont formé cette compagnie dont 2/3 des actions sont propriété de 2 coopératives, une de travail, une de travailleurs forestiers. Et à l'heure qu'il est, à la dernière conférence que j'ai assistée, les actions achetées à 300 $ valent 13 600. Ils ont donné des dividendes à chaque année. 0 % de chômage à Sacré-Cœur parce qu'ils se sont diversifiés. Ils sont dans le bois ouvré pour des portes d'armoire. Vous savez, la sciure de bois, là, qui est un résidu, un projet de 80 millions. Ils importent du granit et du marbre de différents pays du monde, puis les tailles. Alors, ça vaut la peine d'y aller. Souvent, on dit on va aller dans la Beauce, mais ça vaut la peine d'aller à Sacré-Cœur pour voir. La population a presque doublé et c'est une initiative communautaire. Donc, c'est pour dire quand même qu'on peut aller loin en mettant à profit la formule coopérative. Ça, c'est pour les coops actionnaires. Et cette formule de coop actionnaire est intéressante pour une approche, disons, graduelle vers la prise de contrôle total de l'entreprise. Parce que la CTA, la coop de travail actionnaire, normalement, c'est les employés se regroupent, forment une coopérative et à même une déduction salariale peuvent contribuer dans un fonds qui, dans 5 ans, va servir à une mise de fonds pour faire l'acquisition de l'entreprise. Et ça peut vouloir dire aussi qu'il reste à bord, que le patron peut rester aussi à bord pour un certain temps comme mentor. Toujours est-il que cette formule-là est intéressante pour un transfert graduel. Pour les apprentissages aussi, c'est important. Et on vous donnera des exemples où ça se fait, où ça s'est fait. Alors, évidemment, du côté de l'employé, du côté du client, du côté du producteur, parce que nous, notre expertise, c'est surtout vers là qu'elle est. En réalité, comme employé, bien évidemment, c'est pour préserver son emploi. C'est l'objectif premier, à de bonnes conditions et à de bonnes conditions salariales. D'autant plus qu'avoir accès aux bénéfices, ça aide beaucoup à améliorer les finances, c'est-à-dire les salaires. À titre de client, parce qu'on connaît le système des ristournes, à titre de client, bien, c'est pour préserver un service de proximité à prix avantageux, ayant éventuellement aussi accès au surplus généré par l'entreprise. Et à titre de producteur, bien, c'est pour l'achat d'intrants, pour la transformation ou continuer la mise en marché de sa production à des prix avantageux en ayant aussi accès au surplus généré par l'entreprise. Alors, au fond, quand on se met dans la position du repreneur sous forme coopérative, bien, on a un besoin à satisfaire qui n'est pas celui du retour à l'investissement. C'est réellement en fonction d'un lien d'usage. Et quand le nombre de partenaires n'est pas tellement important, évidemment, là, ça pose un problème pour la mise de fonds initiale. Parce que personne n'ira hypothéquer sa maison pour conserver son emploi. Quand qu'on est privé, bien évidemment, on va risquer plus sur ce plan-là. Alors, le lien d'usage a une particularité qu'elle n'est pas vraiment, ce n'est pas la plus grande motivation pour mettre beaucoup d'argent dans l'entreprise. Mais il y a des façons de faire pour éviter justement qu'un groupe ne puisse pas avoir accès à l'entreprise par du financement adapté. Et ça, on en parlera un peu tantôt aussi. Un fait saillant, par exemple, les coops de travail pour la relève d'entreprise. En Italie, les coops de travailleurs, ça existe depuis 30 ans au moins. Puis, ils ont développé des instruments financiers puis des lois législatives qu'ils ont créées spécifiquement pour la relève d'entreprise. L'Italie a été très avant-gardiste au niveau des coops de travail. Par exemple, pour les travaux publics, priorité accordée aux coopératives de travail. Et évidemment, ça a aidé. Et si vous achetez des tuiles, par exemple, de céramique,
importer, des grosses chances sont que ça vienne d'une coop de travail en Italie. En France, la Confédération générale des sociétés coop, c'est un peu une fédération des groupes ou des conseils comme le nôtre, CDR, spécifiquement qui travaillent pour la relève d'entreprise. Alors, ils procèdent à chaque année à 50 transferts d'entreprises importantes. Annie et Janelle sont allés justement visiter cette fédération. Ils sont allés visiter aussi des entreprises qui avaient été transférées et c'est fort intéressant, mais pour ce faire, évidemment, ça prend la mécanique, ça prend les outils financiers d'accompagnement pour permettre justement que les mises de fonds initiales soient là. En Argentine, la crise économique des années 2000 a amené une vague de récupération d'entreprises par les travailleurs associés en coopérative. Donc, c'est sûr, nous, on est un jeune pays, mais en Europe ou même en Amérique du Sud, cette formule-là est bien utilisée et bien mise en application. Un autre fait saillant, la société coopérative participative d'amorçage en France, ça, c'est une formule qui permet aux travailleurs, aux salariés, dans un délai maximal de 7 ans, d'acquérir l'entreprise. C'est-à-dire, c'est un statut transitoire, si vous voulez, même si la mise de fonds ne veut pas dire la majorité des actions, ils ont quand même le contrôle de l'entreprise. Alors, ils détiennent la majorité des voix lorsque les prises de décision sont faites, tout en étant minoritaires au capital. Et évidemment, il y a des programmes pour accompagner cela. Alors, évidemment, quand on parle de coopérative, il faut aussi parler un peu des fondements, c'est-à-dire d'où ça vient, quelle était la conjoncture puis le besoin du départ et comment cette conjoncture et ce besoin a évolué. Si on retourne un peu on vous a laissé dans votre trousse là, un peu du matériel puis que je vais vous résumer simplement. En fait, la première coopérative qui est encore en fonction aujourd'hui, la coopérative des honorables pionniers de Rochdale, en Angleterre, c'est 1844. C'est la première coopérative moderne, si vous voulez, avec les principes qu'on utilise encore aujourd'hui. Et évidemment, c'était dans un contexte d'une conjoncture, si vous voulez, qui était très difficile parce que ça correspond à la révolution industrielle où finalement les artisans on sait à l'époque, la ville, c'était un lieu de commerce et de finance, mais avec la venue de la machine à vapeur, ce sont les villes qui sont entrées dans la production, des métiers à tisser à n'en plus finir. Évidemment, ça a déplacé la production des artisans vers la ville, mais à des conditions de travail qui étaient épouvantables, des enfants qui travaillaient dans des usines, dans les mines, etc. Alors, les gens du commerce, évidemment, en ont pris beaucoup avantage, les magasins qui appartenaient à la compagnie, et ça a causé des problèmes sociaux très importants. Il y a beaucoup de gens qui avaient des William King, etc., qui avaient pensé à des formules pour faire en sorte qu'on ait un système qui soit plus juste. Et c'est les pionniers de Rochdale qui l'ont, pour ainsi dire, inventé. Alors, sur ce plan-là, évidemment, avec l'immigration, on a importé le système, mais j'aimerais dire que pour les types de coopératives, chaque pays a sa particularité en Europe. Pas tous, là, mais les caisses populaires. Évidemment, c'est un monsieur Raiffeisen, un Allemand qui a parti des premières banques populaires. Et c'est de lui que s'est inspiré Alphonse Desjardins et ça communiquait ensemble. Et évidemment, tout le système coopératif d'épargne et de crédit en Amérique du Nord, l'origine se trouve là. Au niveau agricole, c'est au Danemark. Et pour les coops de travail, c'est la France. Et on constate que ce n'est pas pour rien que la France est si bien structurée pour accompagner les coops de travail, pour aider à aider la création et dans le transfert d'entreprise. Alors ça, c'est un peu pour le tour d'horizon. Alors chez nous, en Acadie, évidemment, ce qui est arrivé, c'est que, vous savez, il y a une conjoncture économique aussi chez nous qui était particulière. Après la Première Guerre mondiale, évidemment, il y avait une grosse demande pour les ressources naturelles, le bois de sciage notamment, et ça employait beaucoup de monde. Mais graduellement, ça a chuté, ça, parce qu'on avait moins de demandes en Europe pour cela, pour reconstruire l'Europe d'après-guerre. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la pêche est devenue en quelque sorte une activité refuge. À preuve, le nombre de pêcheurs a doublé de 1926 à 1936, puis leur salaire, par contre, a diminué de moitié. Ils gagnaient 570, selon ce que j'ai recherché, et ils gagnaient à ce moment-là 340 par année après 10 ans, malgré que le coût de la vie avait augmenté. Et il y avait vraiment une situation d'abus aussi de commerçants, notamment les compagnies jersiaises,
qui avait reproduit le système des fameux coupons où vous devez acheter au magasin de la compagnie. Les gens étaient toujours endettés et quand on ne pouvait pas payer ses dettes, on pouvait saisir ses biens. Évidemment, les banques n'étaient pas intéressées à faire affaire chez nous et ça donnait pleine place à des usuriers qui prêtaient à des taux impossibles. Alors, évidemment, cette formule coopérative, c'est un monsieur, James Tompkins, qui était en fait curé à l'époque dans la région d'Halifax, qui lui avait écrit une lettre dans le Halifax Chronicle pour dénoncer l'abus des commerçants via les pêcheurs des Côtes-Maritimes principalement. Et il demandait une commission royale d'enquête. Dès l'année suivante, en 1927, il y a eu la commission McLean qui a été mise sur pied avec 40 audiences dans les provinces maritimes. Il y avait 28 commissionnaires, dont 2 Acadiens. Et ils ont finalement recommandé, puis c'est à travers l'Université Saint-Léfex, dont Monseigneur Caudé était le directeur de l'éducation permanente, qui était le cousin de Tompkins en passant. Alors, évidemment, ils sont allés aux audiences, puis ils ont dit, voilà ce qu'il nous faut. Il faut de l'animation populaire, de l'éducation populaire coopérative. On a une formule avec des cercles d'études et tout. Et évidemment, le fédéral leur a accordé gain de cause là-dedans. Ils ont obtenu une subvention de 37 000 $, qui était beaucoup à l'époque. On parle de 1929. Et ça a permis de mettre en place ce qu'on appelait des propagandistes dans les différentes régions et d'évaluer les lieux où les coopératives pourraient prendre forme. Et évidemment, avec les fameux cercles d'études, on en a eu jusqu'à un maximum de 700 dans nos régions acadiennes. Alors, c'est Monseigneur Livan Chasson qui a été promu, si on veut, pour s'occuper de l'éducation populaire sous cette forme. Alors, il était en quelque sorte un directeur d'une branche de l'Université Saint-François-Xavier. Et du côté anglophone, il y avait d'autres intervenants. Mais toujours est-il que les communautés acadiennes ont réagi très positivement, aidées en cela par le clergé, qui ne voulait évidemment pas que le système communiste prenne le dessus. Hein? Ils avaient quand même une idée derrière la tête. Mais n'empêche que des curés comme Saint-Don, dans la région d'Edmundston, a été dispensé de sa cure pour aider aux coopératives. Dernièrement, on a aidé la Coop Pêcheurs de l'île à revoir leur règlement administratif parce que depuis des années, ils avaient des amendements. Les amendements, ils en avaient ça d'épais. On a tout mis ça ensemble. Mais on avait constaté que les administrateurs, il y en avait 9. Ça disait 9 administrateurs dans 7 sont des pêcheurs. Alors, on a pu constater qu'en réalité, c'est parce qu'il y avait des prêtres qui siégeaient au bureau de direction au début. Ils avaient ces anciens règlements-là. Là, on a réglé ça de tous les pêcheurs, 3 catégories. Alors, évidemment, c'est intéressant de regarder toute la dynamique du passé qui nous amène aujourd'hui. Évidemment, il y a bien des coopératives qui sont issues de ce mouvement. Ça s'est appelé le mouvement d'Antigonish. Martin Légère était secrétaire pour Monseigneur Caudé, un grand propagandiste. Lui, il donnait la formation aux animateurs à Amherst, jusqu'à ce que la formation s'est donnée ici à Caraquette aux animateurs. Donc, ça a été vraiment une véritable épopée. J'aime à dire, moi, qu'on devrait avoir un musée de l'interprétation de la coopération en Acadie à la Mecque, parce que Monseigneur Livan Chasson est né là. En tout cas, c'est un projet qui est sur la table. Ouais. Voilà pour l'histoire. On dit que c'est bien de savoir d'où on vient pour voir où on va. Et j'oserais dire que ces fameux cercles d'études ont beaucoup aidé à l'entrepreneuriat, non seulement collectif, mais également privé. Parce que des gens sont appris là-dedans, même dans certains cas à lire et à écrire, mais ils ont appris le rudiment des affaires. Et la gouvernance était beaucoup enseignée. Et je pense qu'il y a une lacune aujourd'hui, même sur ce plan-là. Même si on a un bac et tout ça, ça ne veut pas dire que la gouvernance coopérative, on la connaît parce que, à certains égards, c'est très, très important de bien gérer l'association autant qu'on gère l'entreprise. Parce que les deux requièrent une planification, les deux requièrent une gestion particulière. Sans éducation coopérative, je dirais même, c'est périlleux de monter une coopérative, ou téméraire. À l'échelle mondiale, on a recensé à travers l'Alliance coopérative internationale, qui a été fondée en 1995, l'Alliance, qui regroupe à peu près 82 pays, dont il y a des représentants des mouvements coopératifs nationaux sur cette alliance. On a répertorié 1 milliard de membres, 2,6 millions de coopératives, 250 millions d'emplois, c'est 12 % de l'emploi dans les pays du G20. Aussi, les 300 plus grandes coopératives affichent un revenu de 1,6 000 milliards de dollars
Alors, avec 1,1 billion d'actifs, c'est l'équivalent de la 10e plus importante économie mondiale. 7 d'entre elles sont canadiennes. Si on pense à Desjardins, Coop Fédéré, Central One, Growmart, toutes ces grosses entreprises-là, évidemment, sont dans la ligne des grands. Les mutuelles et coopératives d'assurance détiennent 24 du marché mondial. Mutuelles, ça s'apparente aux coopératives parce que c'est à peu près le même type de fonctionnement et de principe. À l'échelle canadienne, vous voyez les logos de différentes sociétés. Vous voyez que la Caisse populaire acadienne est là. Alors, au niveau national, évidemment, on a ces gens-là réunis autour d'une table, ce qui est fort intéressant pour développer différents projets, mais surtout pour faire de la représentation au fédéral pour des programmes adaptés au secteur coopératif. Si on regarde finalement les revenus générés, on parle pour les coopératives non financières ou les coop d'assurance et d'investissement, on parle de 33 milliards de revenus générés pour les Canadiens. Lorsqu'on pense aux emplois, vous voyez, c'est quand même 614 000 emplois directs et indirects. Alors, c'est 3,8 de tous les emplois au Canada. On a aussi, en termes de valeur ajoutée, si vous voulez, en croissance, là, les retombées, ce qu'on appelle l'impact socio-économique, 55 milliards, 3,4 au niveau global. Au niveau des impôts générés, tant au niveau municipal, provincial que fédéral, ils rentrent dans les coffres de l'État par les organisations coopératives, 12 milliards de dollars annuellement. Donc, on dit au gouvernement, nous ne sommes pas des quêteux. On veut simplement qu'on soit partenaire pour faire en sorte que les coopératives maintiennent le cap de leur croissance, mais aussi qu'on en développe d'autres. Alors, le taux d'emploi, comme je vous mentionnais, est de 8,6 supérieur par rapport au taux d'emploi en général. La formule coop, une alternative viable, c'est ça la question. C'est une formule éprouvée de prise en charge collective. On n'a pas à douter de cela parce que le taux de survie s'avère à 2 fois supérieur au niveau privé. Et moi, personnellement, je suis président d'un magasin d'alimentation qui date de 1978, la Coop régionale de la Baie. Il y a les photos dans la salle de conférence où je suis le 7e. Les 2 premiers sont décédés. Les membres, c'est pareil, dans le sens Rockdale, en Angleterre, là, les propriétaires, ils ont changé là, avec le temps. On a au moins cet avantage-là que la propriété, on n'a pas de difficulté de la relève au niveau des propriétaires parce qu'elle est assurée par l'aspect démocratique et le recrutement. Ça offre d'importantes retombées économiques et sociales, comme on a pu le mentionner tantôt. Alors, la pérennité de l'association coopérative par l'arrivée de nouveaux membres. C'est ce que je mentionne. Le fait est que la relève au niveau de la propriété s'effectue par l'arrivée de nouveaux membres. C'est sûr que s'il ne rentre pas de nouveaux membres ou des jeunes, bien là, on a un problème. Certains ont parlé de la sclérose démocratique. Quand c'est toutes des têtes blanches à l'Assemblée générale, là, oups, attention. Moi, je n'ai pas encore de cheveux blancs, heureusement. Michael Schumer, qui est un économiste, qui était le conférencier lors du forum, comment on l'a appelé déjà, le forum de développement économique, qui avait lieu, le développement des régions, oui, qui avait lieu à Miramichi. Il avait mentionné que chaque dollar devant l'auditoire, chaque dollar dépensé dans une coop a 3 fois plus de chances d'être redistribué dans la communauté desservie que lorsque dépensé dans une entreprise dite conventionnelle. Alors, il semble être le spécialiste du sujet. Il y a d'autres éléments intéressants qu'il avait mentionnés que je ne vous rapporterai pas aujourd'hui. Ça vaut la peine de le lire, je pense. Si on regarde à une coopérative en termes de définition, parce que c'est important de bien ne pas se méprendre sur ce qu'est une coopérative par rapport à ce qui n'est pas. C'est d'abord et avant tout une association de personnes. Avant que l'entreprise va s'y greffer, c'est d'abord une association de personnes. Et ça peut être aussi une association de propriétaires d'entreprise. Si vous regardez une coop de pêcheurs, un bateau, c'est une entreprise. Alors, des gens qui vont s'unir librement pour satisfaire leurs besoins comme individus, mais également comme collectivité. Et pour ce faire, on se dote d'une entreprise économique qu'on va diriger et contrôler de façon démocratique. Alors, ce n'est pas dit que c'est l'Assemblée qui gère, mais on verra tantôt la structure, en fait, un conseil d'administration et tout ça. Donc, c'est ça la définition parmi toutes les définitions que je trouve la meilleure. On constate qu'il y a 2 éléments qui se joignent un dans l'autre, l'association des personnes
et l'entreprise. Donc, il y a une double gestion, double planification. Et si on s'ajoute du côté associatif, dans le sens que la cabale est prise dans l'association, des grosses chances que ça ait un impact négatif sur l'entreprise et vice-versa. Alors, c'est important de savoir qu'il y a une complexité dans une entreprise coopérative particulière où le lien d'usage fait en sorte qu'il faut gérer de façon correcte à travers la gouvernance de l'association et l'entreprise. Henri Desroches, qui a fondé l'Université coopérative internationale à Paris, Marie-Thérèse Séguin a obtenu son doctorat à cette école. Alors lui, il avait donné une conférence, puis il disait, dans une coop, il faut chercher la double convivialité. Dans le sens, l'exemple qu'il donnait, vous êtes reçu à quelque part, puis la personne qui vous reçoit, elle est très intéressante, mais le manger, c'est pauvre. Convivialité simple. Le repas est excellent chez un autre, mais la personne est plate. Convivialité simple encore. Ce qu'il faut rechercher, c'est la double convivialité. Une entreprise performante, une association où on a du plaisir d'être ensemble. Croyez-vous ça? Possible? Ça existe. Il faudra que ça sorte dans le journal, par exemple. Je vais laisser à Marc-Henri le soin de vous parler des valeurs et des principes coopératifs. L'Alliance Coop internationale révise régulièrement les principes qui régissent le fonctionnement de toute coopérative à travers le monde. Et ça permet de mettre en application 4 valeurs fondamentales qui sont exclusives au système coopératif. Ça veut donc dire que c'est un système en lui-même, avec ses propres règles de fonctionnement, ses propres principes. Et c'est important que les membres soient bien connaissants, évidemment, de ces principes-là, parce que si on en déroge, on risque d'avoir un problème. Bien, bonjour tout le monde. J'ai un petit mal de gorge, donc je vais essayer d'être très clair. J'espère que vous m'entendrez bien. Puis je vais essayer d'être très bref, parce qu'il y a quand même un bout de la présentation de reste. L'objectif, comme que Melvin vous a dit... Faut que j'aille par là? OK. C'est que la broche est juste... OK. Donc, l'objectif, c'est de vous présenter un peu en quoi que la coopérative, c'est une entreprise différente, mais comme que Melvin vous l'a si bien expliqué, puis comme on me le disait si bien lorsque je faisais ma maîtrise, c'est aussi une entreprise comme les autres, même si ce n'est pas une entreprise tout à fait comme les autres. Donc, pourquoi que c'est si différent? C'est en raison des principes et des valeurs. Donc, tu vas m'excuser, Annie, mais il faut que je sois ici. Est-ce que vous voyez tout en arrière de moi? Puis je vous ai passé un papier qui explique les 7 principes de la coopération. Donc, le premier principe, c'est la libre adhésion. La libre adhésion veut tout simplement dire, dans le fond, que vous n'êtes pas forcé d'être un membre d'une coopérative. Normalement, on ne vous force pas d'être membre d'une coopérative. Donc, au contraire de ce que Melvin finit de vous expliquer, le communisme, OK? Si vous êtes né dans un pays communiste, vous n'avez comme pas le choix, OK? Vous êtes forcé. Dans une coopérative, la coopérative s'insère dans un marché libre, donc dans un marché libéral, OK? Dans le capitaliste, tel que le modèle dominant qu'on connaît. Donc, si vous voulez devenir membre, vous pouvez le devenir. Si vous ne voulez pas devenir membre, vous n'avez pas besoin de devenir membre. Mais souvent, en devenant membre, il y a des avantages qui s'associent à ça parce que vous faites partie de cette association de personnes-là qui est dans le fond comme l'actionnaire de l'entreprise, si vous voulez. Mais c'est pas... Les membres des coops ne sont pas des actionnaires d'une entreprise, ils font partie d'une association de personnes qui, elle, est actionnaire d'entreprise. Donc, c'est un peu complexe à gérer, mais c'est en raison de sa vertu démocratique que justement que ça dure 2 à même 3 fois plus longtemps que d'autres entreprises, dépendant de quel secteur qu'on parle de. Donc, l'entrée libre, la libre adhésion. Évidemment, le deuxième principe, lorsque vous participez à l'Assemblée générale annuelle, OK, même si ça peut être un peu ébranlant, comme que je pense que vous avez vécu dans la région ici, c'est quand même, malgré des fois que des administrateurs peuvent, puis moi je dis pas qu'ils ont manqué de transparence, mais malgré que des fois des administrateurs peuvent manquer de transparence, peuvent manquer d'informer les membres, la coopérative va toujours rester le modèle le plus transparent d'un point de vue économique. Il n'y a pas une entreprise plus transparente que ça. Puis il n'y a pas une entreprise qui permet à ses membres de s'exprimer de façon démocratique autant que la coopérative. La raison que des fois, ça fait scandale puis qu'on en parle dans les médias, c'est justement parce que c'est tellement transparent, OK? Même si ça pourrait être plus transparent, c'est parce que c'était transparent que vous avez su qu'il y avait le désir de fermer des centres de services.
vous avez eu la chance de participer, je dis vous, là, pour ceux qui sont membres de la Coop de Caraquet, vous avez eu la chance de participer à une assemblée générale annuelle, puis quand même avoir votre mot à dire. Une entreprise privée, si vous n'avez pas la majorité des actions, oubliez ça. OK? Parce que dans les entreprises privées, c'est une action, un vote. Si vous êtes riche, puis vous avez pu acheter beaucoup d'actions, good for you. Si vous n'êtes pas majoritaire, ben tant pis, ça ne vaut même pas la peine. Vous allez à l'Assemblée générale annuelle, vous n'avez pas la majorité, vous n'aurez pas, un mot à dire. Ça ne va pas avoir des effets. Dans une coopérative, peu importe comment de part sociale vous avez mis dedans, un membre, un vote. N'est-ce pas, Denis, à la coopérative de la microbrasserie, il y a des personnes qui ont mis un petit peu plus d'argent que d'autres parce qu'ils ont plus les moyens, puis ils en ont peut-être des meilleurs ristournes à long terme, je ne sais pas. Mais à la fin de la journée, un membre, un vote à l'Assemblée générale annuelle. C'est un principe fondamental. Ça, c'est ça, la démocratie. Le troisième principe, la participation économique des membres. Là, c'est là où on vient toucher la question de l'équité, pas l'égalité. L'égalité, c'est en démocratie. Un membre, un vote. Moi, je suis un homme de 30 ans, je mesure 6 pieds, je pèse 200 quelques livres, puis il y a des personnes qui sont peut-être un petit peu plus faibles physiquement, un petit peu plus forts. En démocratie, on a chacun un vote. Dans le fond, la participation économique des membres, c'est dire ceux qui vont plus participer dans la coopérative. OK? Rappelez-vous des meilleurs jours à la Coop de Caraquet. Lorsque des membres faisaient la totalité de leur épicerie là, puis supportaient la coopérative à 100%. À la fin de l'année, s'ils avaient dépensé, disons, 10 000, 12 000 si c'était une famille, peut-être même un peu plus, en essence, en alimentation, etc. Bien, les personnes qui ont plus participé économiquement à l'entreprise, s'il y a des surplus, OK, parce que dans le fond, s'il y a des surplus dans une coopérative, c'est parce qu'en théorie, on a chargé un peu plus que qu'est-ce qu'on avait besoin pour les services. On peut décider, évidemment, de réinvestir dans l'entreprise puis d'en garder dans des réserves, c'est important pour la pérennité, mais on peut aussi décider de donner des ristournes. OK? Puis lorsqu'on donne des ristournes, on le donne sur le principe de l'équité. Donc, ceux qui ont peut-être plus acheté puis plus supporté leur coop économiquement, ça devrait être eux qui reçoivent naturellement le plus de ristournes sur la portion de ristournes qui est attribuée. Donc, ça, c'est le troisième principe. Le quatrième principe, autonomie et indépendance. Je reviens à nouveau avec le discours à Melvin sur les systèmes économiques, si vous voulez. La coopérative, c'est pas un gouvernement. Par exemple, NB Power a rien à faire avec être une coopérative. OK? Énergie Nouveau-Brunswick. Alcool Nouveau-Brunswick, c'est pas une coopérative, ça. C'est pas parce que l'État, qui techniquement, c'est censé être nous autres, l'État, là, c'est pas parce que l'État a cette société-là que c'est une coopérative. La coopérative, elle est complètement indépendante et autonome du gouvernement. C'est comme une entreprise privée. OK? C'est pas les gouvernements qui sont à dicter, autres que les règles que tout le monde doit suivre de façon évidente, qu'est-ce qu'ils vont faire ou ne pas faire. OK? Puis ça, c'est un principe très important parce que justement, ça permet d'apporter la prise de pouvoir le plus près des membres possible. Autant près que les membres choisissent de se donner cette formule de gouvernance-là dans leur structure de coopérative. Par exemple, vous avez probablement entendu Camille Thériault le dire à maintes reprises lors de la propagande pour aller de l'avant vers le regroupement collectif. Le plus loin que la décision va être prise, c'est où? C'est à Caraquet. Puis il disait ça, théoriquement, ça va être pris par un conseil d'administration qui ne représente pas juste Caraquet, qui représente l'ensemble de la province. Mais ça, c'est la force du mouvement coopératif, c'est que c'est indépendant des gouvernements. Le cinquième principe, vous avez juste un mot là, mais vraiment, le cinquième principe, c'est 3 mots. Éducation, formation et information. Puis ça, c'est le principe qui me tient le plus à cœur dans une coopérative. Puis lorsque Melvin dit qu'effectivement, c'est peut-être un peu plus complexe de faire une coop, puis il faut peut-être avoir une certaine éducation, c'est ce principe-là qui donne toute son importance. Parce que l'éducation, il faut comprendre un peu comment qu'une coopérative est différente des autres entreprises. C'est fondamental. Si on ne comprend pas les principes mêmes, qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui, puis des principes mêmes, comment ça s'applique à la gouvernance, on va avoir de la difficulté à bien gérer les deux aspects de l'entreprise. L'aspect associatif, social, puis l'aspect gestion, entreprise. OK? Parce que comme les autres, c'est une entreprise, mais ce n'est pas une entreprise comme les autres par sa finalité. Ça, c'est l'éducation. La formation. Comme n'importe quelle entreprise, elle doit donner de la formation, oui, à ses employés et aussi à sa formule de gouvernance. Donc, ses administrateurs, administratrices, les personnes qui gouvernent la coop doivent comprendre exactement dans quel système ils et elles se trouvent. Et la dernière,
qui est la plus importante, OK, puis c'est peut-être ça la reproche qu'on peut faire dans certaines coopératives qui ont parlé de fusion ou de fermeture de centres de services, peu importe, c'est l'information. Comme dans n'importe quelle démocratie, si on ne tient pas ses membres informés d'une décision avant qu'elle se prenne, on ne peut pas se demander pourquoi que ces mêmes membres vont se trouver fâchés. Je vais même sortir du contexte des coopératives, que ce soit avec votre gouvernement provincial qui décide de fermer, par exemple, un centre de service Nouveau-Brunswick. OK? Sans en informer sa population, c'est normal que les membres, OK, d'une telle société vont se fâcher. C'est la même chose dans une coopérative. Donc, tiens des informations, la situation financière, comment est-ce que les choses se passent. Si ça ne va pas bien, c'est important d'en informer, surtout avant de prendre des décisions de fermeture, etc. C'est très important. Donc, ça, c'est le 5e principe. Le 6e, c'est un principe qui vient justement par la finalité des coopératives, qui est très humaine. Puisqu'on vit dans un paradigme qui est différent, ben on va peut-être s'associer plus facilement à d'autres qui voient les choses de la même façon, donc d'autres coopératives. Par exemple, si les coopératives alimentaires devraient naturellement aller vers une institution financière qui a les mêmes valeurs et principes qu'eux. Donc, en théorie, on devrait coopérer entre coopératives. Ça, c'est le 6e principe. Et le 7e, comme que je l'ai dit, puisque la coopérative, elle appartient à cette association de personnes-là. L'association de personnes, ce sont des personnes qui vivent dans une communauté, que ce soit la communauté acadienne, que ce soit des communautés locales. C'est redevable à ces gens-là, à les membres. Et donc, c'est pour ça que les coopératives, vous ne trouvez aucune autre entreprise qui sont autant engagées dans leur communauté. Même des coopératives qui n'ont pas financièrement les moyens de donner des dons puis des commandites. Vous trouverez parmi les employés ou même les administrateurs des personnes qui font du bénévolat, qui s'impliquent, qui vont faire des choses, non pas nécessairement monétaires, mais qui s'impliquent socialement. Et puis, évidemment, lorsqu'on pense aux caisses populaires acadiennes, c'est d'une évidence qu'il n'y a aucune autre institution financière qui est autant engagée au niveau financier, dans les commandites, mais aussi au niveau social dans la communauté. D'ailleurs, un petit statistique, vous autres, parce que je le trouve toujours intéressant. Puis si vous êtes un client de la Banque nationale, je m'excuse à l'avance, OK? Évidemment, je suis biaisé, mais les informations que je vais vous donner ne sont pas biaisées. Lorsque je faisais ma maîtrise à Sherbrooke, on avait comparé, mes statistiques viennent de 2009, OK? Donc, vous m'excusez, là, je sais qu'on est en 2016, mais on avait comparé pour chaque million de dons qui étaient donnés entre la Banque nationale et les caisses Desjardins, qui sont l'équivalence des caisses populaires acadiennes. Pour 1 million de dons qui étaient donnés, donc un geste de bienfaisance. OK? Lorsque je donne 1 million, c'est parce que, comme on dirait bien en chiac, là, je care. OK? J'ai un bon cœur, je veux donner. Donc, si mon ami ici a une cause, puis il me dit, « Hey, est-ce que votre entreprise qui fait des beaux profits voudrait me donner un peu d'argent? » Puis moi, je dis, comme gestionnaire, je dis, « Oui, je lui donne 1 million. » Combien d'argent pensez-vous que je vais dépenser maintenant en publicité pour me vanter, me braguer que j'ai donné 1 million, que je suis une bonne entreprise, là, que je joue mon rôle social? Tes questions, je vous fais participer. Là. 5, tu as déjà vu ma présentation, toi, là. Hein? Effectivement. Donc, la Banque nationale, en 2009, si on regardait leur rapport financier, parce que c'est public, c'est une entreprise à action, dépensait, d'ailleurs, ils n'appelaient pas ça contribution à la communauté, ils appelaient ça communication. Puis si on regardait bien dans leurs états des résultats, on retrouverait que pour chaque don à la communauté qu'ils ont fait, ils ont dépensé 5 fois plus. Donc, pour chaque dollar donné pour une vraie charité, on a dépensé 5 fois plus juste pour se vanter de la même pratique. Desjardins, pour 1 million, combien? 2? C'est plus bas. 0,5 millions, plus bas. 76 000 76 000 Donc, si on revient ici, là, et on regarde au principe, l'entreprise à capital action, OK, puis je ne dis pas que c'est un mauvais modèle, là, surtout pour les petites entreprises. Moi, j'y crois beaucoup. Là. Il y a beaucoup de petits entrepreneurs ici. Vous vivez dans votre communauté, vous avez ça à cœur. Mais pour la grande entreprise, les valeurs, les principes sont presque complètement orientés vers la maximisation du profit. C'est ça la finalité de l'entreprise capitaliste. Dans une coopérative, la finalité, elle est humaine, d'offrir le meilleur service, le meilleur produit pour le meilleur prix. OK? On a travaillé sur un projet dernièrement, on a un groupe
de compères saisonniers qui ont acheté un parc qui était à vendre. D'ailleurs, c'est un de nos projets de relève. Puis la façon de vendre le projet, la façon la plus simple d'expliquer que c'était une coopérative, c'était si vous voulez le meilleur parc de camping pour le meilleur prix, la meilleure formule, c'est la formule coopérative. C'est la même chose. Ici, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à mon exemple de Desjardins puis la Banque nationale? C'est que puisque Desjardins, sa finalité, c'est d'aider la communauté, la grande portion des dons et des commandites va réellement pour aider les organismes à charité puis les causes. Puis peut-être qu'on n'investit pas assez en publicité, je ne sais pas. Je pense qu'il y a d'autres formules que mettre de l'argent en publicité. Mais puisque la finalité, c'était d'investir le plus dans la communauté, la grosse partie du don va réellement là. Mais chez la banque, la finalité, c'était peut-être de convaincre nos membres, excuse-moi, c'est pas des membres, de convaincre nos clients qu'on est un bon citoyen corporatif. Puisqu'on a dépensé, dans le fond, 5 millions pour le million qu'on a donné. Puis je dis pas que c'est une mauvaise entreprise, je dis juste que vous voyez que la finalité, par ses valeurs et ses principes, elle est fondamentalement différente. Pour dire que le secteur privé traditionnel ne sont pas des bons citoyens corporatifs. En réalité, est-ce que je peux repartir? Oui. En réalité, c'est simplement pour dire que ce n'est pas leur finalité comme telle. Dans le sens que la coopérative, elle, à quelque part, elle peut aussi emprunter des valeurs du système dominant. D'ailleurs, depuis l'évolution des coopératives, il y a eu comme 3 écoles de pensée à l'intérieur du mouvement coopératif. Et ces écoles-là demeurent plus ou moins encore actives, dans le sens que la première école, ce qui était appelée l'école fondamentaliste, c'est-à-dire de faire de tout le monde, si on veut, un système coopératif, d'en faire un système unique, si on veut. Et il y a même eu des partis politiques qui étaient effectivement axés là-dessus. Et il y a eu, après, ce qu'on pourrait appeler l'école du capitalisme modifié. Autrement dit, c'est une façon comme une autre de faire de l'argent. Puis si on peut le faire autrement, on le fera. Mais c'est un peu une école qui dévie un peu de la finalité. Mais l'école auquel on appartient, et moi-même, et Monseigneur Livan Chiasson et Coodé et Martin Légère et compagnie, c'est l'école du secteur coopératif, dans le sens de faire en sorte qu'il y en ait autant que possible qui permet de créer un genre d'équilibre, si vous voulez, entre les forces en puissance pour essayer de faire en sorte que la richesse soit mieux partagée. Ce n'est pas de changer le monde, mais c'est simplement de s'inscrire comme partenaire et au maximum pour être en mesure justement de répondre aux besoins de nos communautés. Donc, dans une coopérative, c'est un peu semblable. Vous avez l'Assemblée générale des membres qui, finalement, élit un conseil qui va, embaucher une direction générale, leur seul employé, retenons cela, et le directeur général embauche et évalue son personnel, toujours au service des membres. Ce qui est important de retenir ici, c'est que l'Assemblée générale, on dit d'elle qu'elle a l'autorité suprême. Donc, elle a ce qu'on pourrait appeler autorité et responsabilité strictement à ce moment. Cette responsabilité et cette autorité est confiée au conseil d'administration. Le conseil va déléguer son autorité d'agir, mais non sa responsabilité. Légalement, le conseil est toujours légalement responsable. D'où l'importance pour les administrateurs d'avoir des assurances responsabilité et tout. Alors, sous cet angle-là, c'est important de savoir que du moment que la hiérarchie ou les lignes d'autorité sont compromises à l'effet qu'un conseil qui va directement aux employés, alors qu'on n'est pas en réunion, évidemment, ça cause certains problèmes, on verra ça tantôt. Vous avez évidemment la composante associative en bleu pâle et vous avez la composante en bleu foncé qui est opérationnelle, avec sa propre structure, son propre organigramme. Mais les deux sont emboîtés l'un dans l'autre avec les lignes hiérarchiques qu'on connaît. La communication, comme Marc avait dit tantôt, était essentielle. C'est un peu l'huile dans l'engrenage, si vous voulez. Si on ne fait pas bien attention de bien informer les membres des enjeux et que brusquement on prend des décisions qui les affectent, ou du moins qu'on a le sentiment d'avoir été brusqué, ça peut poser des problèmes. Mais on va remarquer que le Conseil, lui, il ne traite normalement, au point de vue autorité, qu'avec le gestionnaire en chef, qui est le directeur général ou la directrice générale. Donc, ça se passe entre le conseil en réunion. Évidemment, le président va assurer le lien entre le gestionnaire et le conseil d'administration, mais la gestion est totalement confiée à un gestionnaire rémunéré pour ce faire. Duquel relèvent les employés. Donc, la communication entre les employés
et le gestionnaire se fait selon les lignes d'autorité que vous voyez là. Ça s'appelle le quadrilatère coopératif, inventé par M. Desroches toujours. Et employés, membres, évidemment, c'est dans le cadre des services au quotidien, mais c'est aussi dans le cadre, ça peut se passer aussi à l'Assemblée générale. Les membres de l'Assemblée générale, eux, communiquent avec le conseil d'administration, mais entre cela, il faut que la roue tourne dans le sens que la communication soit constante, autant avec les employés qu'avec les membres. Et de plus en plus, on recherche des gestionnaires qu'on appelle des gestionnaires participatifs, capables d'aller chercher le maximum chez les employés en les impliquant autant que possible dans les aspects décisionnels. Et on va constater, juste un petit exemple, c'est un monsieur qui avait travaillé pendant 35 ans pour une usine. Puis à la fin, sur le babillard, il avait écrit « J'ai été très bien servi par la compagnie, bien payé, ça va avec sa montre, mais il dit pour le même salaire, on aurait pu utiliser mon intelligence. » Voyez-vous? Ça fait que ça parle gros. Et de plus en plus, évidemment, on sait que les ressources humaines, c'est la richesse principale de toute entreprise, mais cela encore plus dans l'entreprise coopérative, d'autant plus que ça lui accorde un avantage concurrentiel. Imaginez vos clients sont vos copropriétaires. Stratégiquement parlant, là, vous avez un avantage concurrentiel énorme. Il faut l'exploiter, mais c'est très, j'ose dire, peu exploité ou suffisamment, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'on parle de financement, si vous regardez un bilan financier d'une coopérative, vous avez évidemment l'avoir des membres, qui est composé du capital social, qui sont les parts souscrites lors de l'adhésion. Vous savez, un membre qui souscrit pour 500 $ par exemple. On oublie de réaliser que ce 500 $ est promis. Hein? Donc, généralement, on peut entrer membre chez nous à la Coop régionale de la Baie. Il faut investir un minimum de... Il faut souscrire, c'est-à-dire un minimum de 16 parts de 25 $. Mais dépendamment de la catégorie ou du secteur, si c'est une coopérative de consommation ou de services, évidemment, vous avez des consommateurs, des usagers qui sont les membres qui vont se élire un conseil d'administration parmi cette catégorie de membres. Mais lorsqu'on a une coopérative à partenaires multiples, on peut avoir une même assemblée, fournisseurs, travailleurs, consommateurs. Alors, c'est plus complexe, mais ça se gère, ça se fait. On peut même avoir des membres de soutien. Donc, on peut avoir, si on prend par exemple la Coop Solidarité en recyclage et intégration à l'emploi, on a 3 catégories de membres. On a des membres de soutien, qui est monsieur et madame tout le monde, qui mettent leur bac de produits à recycler au chemin. Mais vous avez des municipalités qui sont une bonne source d'approvisionnement pour cette coopérative-là. Et finalement, on a 2 sièges pour les travailleurs. Alors, ça devient une coop à partenaires multiples. Et évidemment, il y a des commerces aussi qui sont membres, c'est-à-dire des entreprises. Donc, c'est encore une autre catégorie. Mais tout ça fait en sorte que, dépendamment du secteur, on va avoir de la Coop pêcheurs de l'île. On ne dira pas exclusivement des pêcheurs parce que vous avez aussi une catégorie de membres employés. Sauf que sur le conseil d'administration, c'est strictement des pêcheurs. Alors, les gammes sont assez variées en termes d'application de cette... Ça demeure quand même une structure démocratique. Ça vous répond-tu? OK. Est-ce que ça vous répond, devrais-je dire, devant la caméra? On revient à la structure du capital. Et vous avez le capital prêté qui généralement provient des surplus générés non distribués, c'est-à-dire qui sont distribués sous forme de ristourne, mais les gens le laissent là en capital prêté pour lequel ça rapporte un certain intérêt. Il faut quand même récompenser le capital un peu. Et dans la plupart des règlements administratifs, on va dire que normalement, on ne devrait jamais dépasser plus que 9 % d'intérêt sur le capital prêté. Les parts sociales comme telles, un intérêt pourrait être payé aussi, mais sur autorisation de l'Assemblée générale. Voyez-vous ce que je veux dire? Bon. Donc, sur ce plan-là, le capital prêté aussi, quand même, des parts de surplus peuvent être prises par des membres. Actuellement, la loi permet difficilement des parts d'investissement. Par exemple, même des non-membres pour acheter des parts d'investissement dans une coopérative. Ça existe au Québec. La loi est en révision actuellement pour permettre des parts d'investissement. Mais pour aujourd'hui, on en est là. Évidemment, la réserve, ça provient des surplus nets qui sont non distribués. Et c'est le seul capital stable de l'entreprise après les parts sociales régulières. OK? Parce que ces deux-là, c'est vraiment le capital stable. Parce que pour le reste, les membres peuvent le sortir en tout temps, à moins que ça soit gelé. Le Conseil a le privilège
ou le pouvoir de geler les parts si ça compromet la situation financière de l'entreprise, de les laisser aller. Et quand il y a une fuite, ou c'est-à-dire une hémorragie, là, le conseil n'a pas le choix que de geler temporairement, du moins, le capital prêté et les parts sociales. Ça va jusque-là? Ce qui arrive, c'est qu'au départ, quand on commence une entreprise nouvelle, bien, du capital social, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a jamais eu de ristourne de payer à même les surplus nets générés. Et sur ce plan-là, quand c'est un petit groupe, par exemple 3 travailleurs qui veulent acheter une entreprise sous forme coop, bien, on peut quand même penser au salaire, une ponction sur les salaires, mais ce n'est pas de l'argent qu'on dirait en anglais upfront. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter Mondragon en Espagne, qui ont réussi à créer, avec la formule des coops de travail, 80 000 emplois. Il n'y a pas de chômage à Mondragon en Espagne. Ça a commencé en 1955 avec, ils étaient dans la fabrication de machines-outils. Actuellement, le groupe Mondragon sont les premiers fabricants en appareils ménagers de toute l'Europe. Puis, ils fabriquent des autobus aussi, et ils sont un peu partout dans le monde. Mais ils ont réussi à faire ça par le biais d'un financement approprié aux travailleurs qui voulaient monter une entreprise. D'abord, ils avaient ce qu'on appelle une caisse de groupe, qui était celle des travailleurs, pour lequel ils ont créé un fonds qui est l'idée de notre fonds d'investissement coopératif, un fonds intercoopératif de développement qui a permis de financer les travailleurs qui commençaient une nouvelle entreprise, dans le sens que, autant par la recherche avec des incubateurs d'entreprises, coop, et avec du financement qui permettait à ce qu'un employé puisse investir l'équivalent de 3 ans de salaire dans son entreprise. Mais il n'y avait pas l'argent tout de suite, là. C'était par des ponctions salariales et à même les ristournes qui lui étaient affectées au cours des années. Alors, sur ce plan-là, ça a été un mécanisme qui a été énormément important pour faire de Mondragon ce qu'il est aujourd'hui. On parle du miracle de Mondragon, mais moi, je vais me parler du miracle de Sacré-Cœur. Parlant de sang, hein? Le capital de risque, bien, le capital social et le capital prêté, ce sont les capitaux propres que les membres investissent comme propriétaires. C'est donc le capital de risque, celui qui sert à garantir les emprunts. Ça n'a jamais arrivé, en termes de jurisprudence, à ma connaissance, qu'on a réclamé dans une cas de faillite que quelqu'un paye les parts qu'il avait souscrites, même s'il ne les avait pas payées. Mais en réalité, ça pourrait être réclamé. Saviez-vous ça? Ça peut faire peur, hein? Mais ça peut vouloir dire quoi? 500 piastres dans la plupart des cas. Source de financement et potentiel. Bon, en fait, les parts sociales des membres réguliers, c'est une source de financement pour la mise de fonds initiale. On peut aller chercher aussi parmi des membres de soutien. Par exemple, la coop de Rogersville, la garderie. En réalité, ils ont eu, eux autres, l'idée de mettre des membres de soutien, qui est municipalité, chambre de commerce. Ils ont mis aussi la coop, la caisse populaire. Ça a permis de bâtir le capital avec les membres dont ils avaient besoin. Alors, sur ce plan-là, les membres de soutien peuvent servir parce qu'on veut que l'entreprise demeure dans la communauté. Et ce n'est pas interdit de penser qu'une reprise par les employés ne pourra pas aller chercher un apport des membres de soutien qui ne veulent pas que cette entreprise-là parte ou soit délocalisée. Donc, c'est un intérêt second. Ce n'est pas un intérêt premier. Et généralement, les membres de soutien, à moins que ce soit au niveau de l'intérêt qu'on va leur payer, n'ont pas de retour sur les surplus, c'est-à-dire droit au retour sur les surplus. Par contre, il y a une mécanique qui va être bientôt disponible en termes de crédit d'impôt à l'investissement, dont je vais vous parler, qui va beaucoup aider sur ce plan-là. Cotisation annuelle des membres. Quand on fait un plan d'affaires, souvent on dit, bon, ben, ça peut être rentable s'il y a une cotisation annuelle payée par les membres, qui peut s'ajouter aux parts sociales et qui peut s'ajouter évidemment comme revenu. Vous avez l'achat supplémentaire de parts, parce qu'on a beau dire, ça prend au moins 20-25 de mise de fonds initiale, c'est la règle habituelle, mais quand on ne l'a pas, on peut aussi aller chercher chez les membres plus d'investissement. Et pour avoir des parts d'investissement, ben, aller chez des non-membres qui vont générer des retours à l'investissement, ben, il faut qu'on attende la nouvelle loi. Et dans plusieurs pays, même la province voisine, ont dans leur loi et qui permet au règlement administratif de chaque coop d'aller chercher de l'investissement de non-membres comme des membres sous forme de parts d'investissement qui pourraient donner un crédit d'impôt. Il y a les dons, évidemment. Il y a les emprunts, comme toute entreprise, des subventions. Puis, il y a la possibilité aussi d'un financement par le cédant.
C'est-à-dire que si quelqu'un veut céder son entreprise, il peut aussi financer une partie de la reprise. Sinon, même en totalité, ce n'est pas interdit d'y penser. Alors, c'est sûr que ça offre une possibilité de financement qui est supérieure mais ça peut exister aussi dans le secteur privé traditionnel que le cédant devient en quelque part créancier, ou du moins en partie. Le fonds coopératif à capital de risque, en Acadie, on en a 2 maintenant, qui est le Fonds intercoopératif de développement Acadie, dont la coopérative d'énergie éolienne de l'AMEC a accepté d'investir 1 million dans ce fonds à raison de 100 000 par année, et peut-être que ça rentrera plus vite, mais enfin, c'est déjà intéressant de constater qu'on commence à avoir un outil qui va surtout servir à de la garantie d'emprunt pour des coops émergentes, soit pour des cas de transfert ou autres. Et il y a la coop d'investissement du Nord-Ouest. En fait, ce fonds intercoopératif, ceux qui en sont membres principalement, ce sont les caisses et coopératives. Il y a quand même une quarantaine d'individus qui ont souscrit. Et sur ce plan-là, ça nous donne un outil pour de la garantie de prêt, aider au financement des études de faisabilité et plans d'affaires, mais également pour faire l'achat de parts sociales dans une coopérative. Par exemple, le cas que Marc-André vous mentionnait tantôt du camping, il a fallu que le fonds intercoopératif garantisse 25 000 $, offre une garantie de prêt de 25 000 dans ce projet. Sinon, le projet n'aurait pas levé. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un effet de levier, si on veut. Évidemment, il y a des programmes autres, mais pour ce qui est du secteur coopératif, la Coop d'investissement du Nord-Ouest, dont un digne représentant ici, Normand Thériault, en fait, eux, ils ont, même sans avoir aucun accès à du crédit d'impôt à l'investissement, ils ont réussi à lever dans la communauté proche de 300 000, si je ne me trompe. Hein? Oui. Alors, pour investir dans un projet d'une coopérative qu'on appelle la Coop forestière du Nord-Ouest. La Coop forestière du Nord-Ouest, c'est une bonne proportion d'entre eux, c'est les propriétaires de l'eau boisée. Vous êtes rendu à combien de membres? 120, je crois? 150. 150. Et une bonne proportion de ceux-là sont des ostréiculteurs? Non, ça, c'est les huîtres. Acériculteurs. Bon. Alors, ils ont à Claire, ils se sont établis avec une usine de transformation du sirop d'érable. Et j'en ai un échantillon ici. En fait, on avait l'idée de vous en donner chacun un paquet, mais on constate qu'on n'en a pas assez. Mais ça, c'est un de leurs premiers produits. C'est extraordinaire parce qu'ils ont leur recette propre à eux. Contrairement au sucre d'érable qu'on trouve régulièrement, qui est granuleux, celui-ci, quand vous mettez ça sur votre langue, mes amis, vous l'explosez en bouche. Oh, 15. Non, c'est vraiment bon. Oui. D'accord. Puis, vous avez parti quoi, la barbe à papa, là, avec le sucre d'érable? Exactement ça. Oui. C'est le marché à l'actuel. Oui. Alors, c'est pour dire quand même, quand une communauté se mobilise autour d'un projet, évidemment, eux, ils sont très, très heureux que dorénavant, le crédit d'impôt va s'appliquer à leur coop d'investissement, tout comme on pense que le crédit d'impôt à l'investissement va s'appliquer à la coop, le Fonds intercoopératif de développement Acadie, qui fait qu'on va pouvoir évidemment aller chercher des sommes importantes pour investir dans des projets de cette nature et autres. Bon, il arrive moins quart, je vais conclure là-dessus. Le Fonds canadien en développement coopératif, vous voyez le logo ici. Alors, je vous en ai parlé tantôt, je n'insisterai pas là-dessus. Les incitatifs à l'investissement coopératif, il y a l'accès des coopératives au programme du gouvernement du Nouveau-Brunswick, ministère des Finances, de crédit d'impôt à l'investissement. Ah, il y en a peut-être assez. Gracieuseté. Le régime provincial des corporations et associations de développement économique communautaire, en fait, ça existe en Nouvelle-Écosse et ça existe maintenant à l'île du Prince-Édouard et maintenant au Nouveau-Brunswick. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle plus de 30 ou 35 de crédit d'impôt, on parle de 50 pour des fonds, par exemple, qui vont investir dans des projets soutenus par la communauté. Alors, sur cette base-là, on s'en vient avec des outils pas mal intéressants que j'aurais rêvé quand j'ai pris la direction générale. On avait même mis ça dans notre planification stratégique, mais ça a pris du temps. Beaucoup de présentations aux ministres responsables. En tout cas, on peut dire que depuis le 1er avril, c'est en opération. Voilà. Maintenant, pour terminer, parlant des règlements
qui régissent le fonctionnement des coopératives, les règlements administratifs. Mais en réalité, toute coopérative est régie au Nouveau-Brunswick par la loi sur les associations coopératives du Nouveau-Brunswick, ou lorsque on a des bureaux et des affaires dans plusieurs provinces, à ce moment-là, c'est sous la loi canadienne sur les coopératives. Et les règlements administratifs de chaque coopérative doivent être conformes et complémentaires à cette loi. Et on peut incorporer une coopérative avec ou sans but lucratif. On peut l'incorporer à part sociale ou à cotisation, ou les deux. Donc, la panoplie de possibilités sont très grandes. Et nous, évidemment, comme CDR, on va aider les promoteurs à s'assurer que leurs règlements administratifs sont conformes à la loi et représentent effectivement ce que l'Assemblée générale des membres veut comme système d'encadrement légal, c'est-à-dire pour leur organisation. Alors voilà qui termine ma présentation.